Bonjour, bon réveil, 9h40 dans le port de Jaffa, 8h40 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie du journal de la matinée. Plusieurs grands artistes nous sont quittés depuis le début de l'année. Michel Delpech, David Bowie, ils continuent à vendre des disques. Je vous propose d'écouter d'abord ces artistes et après on parlera de ce phénomène de la poursuite des ventes. A star man waiting in the sky. You told us not to blow it. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous. David Bowie, Michel Delpech et bien entendu Balavoine qui nous a quittés depuis bien plus longtemps. On en parle avec Mathieu Alterman. Bonjour, vous êtes journaliste musical et animateur à Oui FM. Alors, après l'annonce d'un décès d'un chanteur, peu importe le chanteur d'ailleurs, systématiquement, les maisons de disques lancent des coffrets collector, des best-of. On l'a vu également d'ailleurs avec Michael Jackson. Ça marche à chaque fois ? Ouais, la mort d'un artiste, c'est un cadeau quelque part pour une maison de disques parce qu'on n'a plus l'artiste soit capricieux, soit qui attendait des avances. Et on a celui qui a une couverture médiatique évidemment assurée. Donc ça marche bien entendu. Dans le cas de David Bowie aujourd'hui, tous ses albums sont classés dans les charts dans le monde. Il est numéro 1 aux États-Unis, ce qui lui était pas arrivé depuis 1975 par exemple. Dans le cas de Michel Delpech, Universal, ils sont dépêchés de mettre une intégrale dans les bacs une semaine après sa mort. Quant à Michael Jackson, c'est encore plus fou. Michael Jackson, une heure avant sa mort, aucun enfant de moins de 15 ans savait qui il était, parce qu'il n'avait plus de succès depuis 10 ans. Et dans les 2 mois qui ont suivi sa mort, il a vendu plus de disques que les 10 ans qui précédaient sa mort. Donc oui, c'est malheureusement une superbe opération, la mort dans un parcours artistique. Mais plus généralement, on assiste finalement au retour à des valeurs sûres. Lorsqu'il y a un décès, on retourne aux fondamentaux. Exactement. En fait, on retourne à l'artiste qu'on a aimé quand on était jeune. On retourne surtout à une époque où on vendait du disque. Parce qu'il y a une crise du disque importante depuis 15 ans dans le monde. Absolument. Et quelque part, ces artistes sont des vestiges d'un moment où on vendait beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Alterman, de ces réponses. Vous êtes, je rappelle, animateur et journaliste musical à Oui FM. Et on continue de parler de musique avec Limzad, qui est menacé de disparition faute de jeunes joueuses. Limzad, c'est un violon monocorde que seules les femmes touaregs ont le droit de faire vibrer. Il suscite un nouvel engouement et résonne de plus belle dans les majestueux paysages du Sahara. Reportage. Ce son lancinant, c'est celui de Limzad, un violon à une corde joué uniquement par les femmes touaregs, notamment en Algérie. D'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. Mais aujourd'hui, l'instrument est quelque peu tombé dans l'oubli. Kaoulen Alamine s'est donc donné la mission de le faire revivre. Les jeunes s'intéressent seulement à la télévision et au téléphone aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je vivais dans le désert et on prenait le temps de jouer et de profiter de l'instrument. Le chant fin et discret de l'instrument accompagnait traditionnellement des chansons poétiques à la gloire de héros passés. Il était aussi joué à l'occasion de réunions galantes qui pouvaient s'éterniser tard dans la nuit. Mais dans les années 2000, seules 2 femmes en Algérie en jouaient encore, poussant la création de l'association Sauver Limzad. En 10 ans, ses fondateurs ont fait revivre cet art perdu et même permis d'inscrire sa pratique sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour nous, en tant que Touareg, Limzad est le meilleur instrument. C'est une expression de l'histoire, de la violence, de la paix. Ça exprime notre culture. L'association a ouvert un studio d'enregistrement, une piste de danse, une scène pour des spectacles et même un atelier pour fabriquer des imzad. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une femme appelée Sept, qui faisait des imzad avant moi. J'ai regardé ce qu'elle faisait avec beaucoup d'attention avant de commencer à en fabriquer moi-même.
La moitié de coquilles de calebasse nécessaires à la fabrication est parfois même ramassée dans le jardin du centre pour assurer que cette musique du désert algérien ne perde pas sa route une nouvelle fois. J'imagine que jouer du violon, ça doit forcément détendre. En revanche, il y a d'autres professions qui sont un peu plus stressantes. Avec vous, Betsabé, on va en parler. Alors, les professions stressantes, il y a les militaires. Bon, les journalistes, évidemment, je ne dirais pas ça pour nous, mais c'est le cas. Les pompiers, certains métiers sont plus stressants que d'autres et il y a un classement. Exactement. Le site américain CareerCast a publié son classement des 10 métiers les plus stressants. Alors, en peloton de tête des métiers les plus stressants, il y a bien les militaires, effectivement, les pompiers, les pilotes d'avion, les officiers de police. Alors, risque, danger, responsabilité, jusque-là, rien de bouleversant. Viennent ensuite les organisateurs d'événements, les responsables de communication. Pourquoi ? Eh bien, ils subissent les caprices des clients, les délais serrés. Alors, les cadres, dirigeants, bien sûr, les responsabilités, le rythme, les salariés à supporter au quotidien. Et puis, autre métier stressant en 8e position, animateur radio, passé de la 10e à la 9e place, le métier de journaliste. Alors, course après l'info, course après le temps, course à 4h30 du matin pour être à l'heure à l'antenne et bien sûr le regard du public. On note au passage qu'avec le métier de pilote, celui de journaliste fait aussi partie des métiers les moins compatibles avec la vie de famille. Enfin, vous avez chauffeur de taxi, entre clients de mauvais poil, embouteillage et autres véhicules de tourisme avec chauffeur. Bref, la concurrence, les taxis aussi, ils subissent un métier très stressant. Oui, il y a aussi une autre tâche qui est difficile, c'est parfois de prendre place à bord d'un taxi en Israël, par exemple. C'est pas évident d'être un client de chauffeur de taxi. Par contre, il y a une vraie question que je voudrais vous poser, c'est comment ce classement a-t-il été établi et pourquoi journaliste n'est pas plus haut dans le classement ? Alors, vous avez plusieurs critères, des facteurs comme travailler sous le regard du public, vitrine, stand ou pourquoi pas dans un studio télé, devoir respecter les échéances, les deadlines, les déplacements aussi, les conditions environnementales. Pensez à quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un pressing, vous avez des produits toxiques ou encore la pollution sonore d'espaces qui peuvent être avec beaucoup de musique ou de bruit, le potentiel de croissance de l'emploi aussi. Alors pour surmonter le stress, eh bien sûr j'ai pensé à vous, Julien, quelques conseils. Pensez de façon positive par exemple, exercez-vous à dire non, faites des pauses, voire prenez un jour de congé ou plus, ou encore méditez. Alors très en vogue, vous avez la méditation pleine conscience, ça ressemble à ça. C'est quoi ? On dirait... Écoutez. Tout d'abord, faites en sorte de vous tenir le plus droit possible. Cela va faciliter votre respiration, qui va être notre outil principal avec votre attention. C'est très angoissant. C'est très angoissant cette voix venue de nulle part et la sirène au début ressemblait à une alerte roquette. Il faut respirer. Ce qui rappelle d'autres traumatismes. Avec le ventre. Alors Génération 2.0 oblige, il y a aussi les applis. Il y a une appli qui s'appelle Petit Bambou par exemple qui marche très bien aussi. Voici un exemple de relaxation que vous pouvez avoir sur votre portable. Pris sous une cascade, irrépressiblement happé par le tumulte, Paul a perdu ses repères. Il est incapable de voir ou même d'entendre quoi que ce soit. Quelle solution a-t-il pour échapper au flot continu de la cascade ? Rien ne sert de râler ou d'analyser la situation. En fait, s'il s'écartait suffisamment de la cascade, il aurait un meilleur point de vue pour contempler la beauté des chutes d'eau et des raies de lumière. Bon, en gros, vous avez une cascade au boulot, vous écartez de la cascade et vous sentirez mieux. Il y a la mer derrière nous si on exactement, veut, ça marche écartez-vous de la mer. Alors, si vous êtes vraiment pressé, débordé, overbooké, vous pouvez toujours commencer par prendre une respiration profonde. Voilà, Sandy est débordée, stressée, overbookée, direct. Tous les exercices, elle les fait direct. Sandy est très concentrée. Merci beaucoup, Betsabé. Sandy, qui attend impatiemment de pouvoir parler. On va vous donner la parole, on va parler avec vous tout à l'heure de télévision, mais vous pouvez attendre encore un petit peu. Je suis patiente. On peut parler de la météo et des conséquences de la tempête, puisque le soleil est de retour aux États-Unis, c'est pas le cas ici, et du coup les opérations de nettoyage ont commencé, et les enfants ont pu retourner dans la rue pour s'amuser. Gabriel Melin. Après la tempête, le grand nettoyage. Mon plan est de nettoyer autant que je peux et aller voir si je dois travailler demain. Et si demain mon travail n'est pas fermé, alors il faudra qu'on sorte la voiture. Voilà notre objectif, donc on essaye d'au moins déblayer un chemin pour la voiture.
Jonas ou Snowzilla est fini aux États-Unis et la côte Est se lance dans une opération de déblayage massif. Un demi-mètre de neige est tombé pendant le week-end. La tâche est fastidieuse. Mais des habitants prennent les choses du bon côté. Aujourd'hui, les gens sont très amicaux entre eux. Je vois beaucoup de gens dans le quartier qui disent bonjour, bon courage, bon nettoyage. Hier, certains se lançaient même des boules de neige entre eux. En fait, je pense que ça a fait ressortir le meilleur côté de chacun. Avant de s'affairer au grand nettoyage et de retourner au travail, beaucoup ont voulu profiter de la neige. De nombreux bonhommes de neige peuplent les rues. New York est devenue une piste de luge géante. Et à Washington, une bataille de boules de neige sur le thème de Star Wars a rassemblé des centaines de personnes. C'est un combat épique. On se bat très dur pour tenir la colline, mais je ne sais pas pendant combien de temps encore. Oh mon Dieu! Comme vous pouvez le voir, c'est brutal. Même les chiens du président Obama ont pu jouer dans la neige. Tout doucement, la côte Est sort de sa paralysie. La circulation de véhicules a de nouveau été autorisée à New York dimanche matin. Les aéroports de Washington sont eux restés fermés. Le grand ciel bleu prévu pour les prochains jours devrait faciliter le déblayage, mais aussi permettre aux amateurs de neige de profiter encore un peu. C'est bon, vous avez pris une grande respiration, Sandy. J'ai Ce médité sujet vous a pendant bien le permis de méditer. Allez, on parle télé avec vous. Et puis particulièrement en série télé, il y a une nouvelle série israélienne qui cartonne à l'étranger. C'est presque une success story systématique, les séries israéliennes. Elle s'appelle False Flag. False Flag. Bon, c'est Fails, hein, les gars. C'est Fails déjà. Et moi, personnellement, je la regarde en VO. C'est False, et voilà. Ça vous apprendra à vouloir bien. corriger mon accent en anglais. Moi, je la regarde en VO, personnellement. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. 5 citoyens, 5 accusés, 5 énigmes. Après l'enlèvement d'un politicien iranien, ils se retrouvent sous les feux de l'actualité. Tu es du Mossad? Bien sûr que non. Tous ont quelque chose à cacher. Je vais aller voir la police. Non. Quels sont leurs liens? Les flics t'attendent à l'aéroport. Ils veulent t'arrêter. Débrouille-toi pour que ça n'arrive pas. Un problème ou quoi? Alors l'intrigue de la série s'est inspirée de faits réels, de l'assassinat du terroriste Mahmoud al-Mabrouk à Dubaï en 2010, mais tout le reste est fictionnel. Produite et créée par Maria Feldman, False Flag, je l'ai bien dit, est diffusée sur Canal+ depuis le début du mois et ça marche plutôt pas mal. Un succès auquel ne s'attendait évidemment pas la créatrice de la série que nous avons reçue dans notre émission Culture du vendredi soir. On l'écoute. Nous étions très surpris quand nous avons appris que la série était sélectionnée dans la catégorie série de la Berlinale. Puis la série a gagné le premier prix du festival Sérimania à Paris. Et là, nous avons réalisé que le public international, et plus particulièrement le public français, aimait beaucoup cette série. Parce que c'est le prix du public que nous avons reçu au Sérismania. Donc nous sommes ravis. Alors vous l'avez dit, False Flag s'ajoute au grand nombre de séries israéliennes qui cartonnent à l'étranger. Depuis quelques années, elles se vendent comme des petits pains. Tout a commencé en 2005 avec Betty Pool, une série psy de Haggai Levy, rapidement adaptée aux États-Unis et renommée In Treatment. Puis c'est le tour de Khatoufim en 2010, la série qui a inspiré le célèbre Homeland. La version israélienne sera elle-même diffusée dans différents pays d'Europe comme la France ou le Royaume-Uni. En 2014, on se rappelle de The Affair, une autre série de Haggai Levy qui mêle suspense et adultère. Elle rencontre aussi le succès. Ses personnages principaux sont d'ailleurs interprétés par des acteurs connus comme Dominic West, Joshua Jackson, Maura Tierney et Ruth Wilson. Elle remporte par ailleurs le Golden Globes de la meilleure série dramatique en 2015. Et on note que l'un des acteurs principaux de Khatoufim joue dans la nouvelle série qui est diffusée actuellement sur Canal+. On retrouve la même brillante équipe. Mais comment on explique ce succès israélien des séries à l'étranger? Alors il y a évidemment plusieurs raisons, à commencer par la qualité d'écriture de ces séries en Israël. Il y a très peu de moyens pour les effets spéciaux. Ils font donc une très grande créativité pour compenser. Autre point fort des auteurs israéliens, ils ont le sens de la formule, du concept fort. On écoute ce que Maria Feldman en pense. Je ne pense pas que c'est juste une mode passagère. Je pense qu'il est peut-être plus facile aujourd'hui de vendre une série israélienne parce que tout le monde pense que les séries israéliennes sont très réussies. Mais le public se fiche de tout ça. Pour le public, ce qui est important, c'est une bonne intrigue, des personnages intéressants. Et s'ils aiment, tant mieux. Mais je ne pense pas que le public se dit « Oh, c'est une série israélienne, donc je dois la regarder ». Non, je ne pense pas.
Alors on ne peut pas finir cette chronique sans aborder une autre série produite par Maria Feldman. Il s'agit de Fauda, tournée en pleine opération bordure protectrice en 2014. La série porte sur la traque d'un responsable du Hamas par des agents israéliens infiltrés. Fauda cartonne en Israël. Depuis 2015, on en entend déjà beaucoup parler en dehors du pays et je pense que ça va aussi faire un carton à l'étranger. Merci beaucoup, Sandy, de ces explications sur les séries israéliennes. Merci, Betsabé. Je souhaite à tous les deux de passer une bonne journée. À vous aussi, chers téléspectateurs. Je vous laisse demain entre les mains de Nathalie Nagar qui retrouvera son siège de présentatrice du journal du matin. Je suis sûr qu'elle vous a beaucoup manqué et à nous aussi. Passez une excellente journée sur i24 News. Tout de suite, un point d'information complet avec l'actualité. C'est avec Elsa Mimoun. Bonne journée à tous.